Bien, merci d'avoir accepté l'invitation de cette table ronde sur la répression du mouvement des Gilets jaunes que nous avons souhaité mettre sur pied avec le groupe parlementaire de la France Insoumise parce que ça nous semblait important que politiquement il y ait une expression sur le sujet et qu'on puisse organiser le débat avec vos sensibilités respectives, votre liberté qui vous est propre, de vraiment traiter au fond ce sujet qui, là, est mis en exergue par le mouvement actuel et dans des proportions extraordinaires. Je ne sais pas à quand il faut remonter pour arriver au même niveau de répression. Et pour nous, l'objectif était de traiter la répression sur différents aspects, à la fois sur l'aspect policier, qui est le plus frappant, j'ai envie de dire, qui est le plus visible, comme on l'a vu avec le nombre de blessés graves, le nombre de mutilés, de blessés, de personnes qui ont perdu un œil ou des fractures extrêmement graves, ou là, le dernier en date que j'ai en tête, c'est ce pompier volontaire qui a été placé en coma artificiel. Bon, j'ai vu qu'il s'était réveillé, donc ça allait mieux, donc tant mieux, mais des choses extrêmement dures. Les trois gilets jaunes qui ont perdu une main en ramassant une grenade explosive, enfin plus précisément une grenade lacrymo, qui contient une charge de TNT à l'intérieur. Un policier aussi qui a perdu sa main à La Réunion en voulant lancer la même grenade qui lui a explosé dans la main. Donc ça c'est le premier aspect, les violences policières. Mais aussi pour nous de regarder, d'observer la question de des violences judiciaires. J'ai appelé les violences judiciaires, où on voit qu'aujourd'hui, clairement, porter un gilet jaune est une circonstance aggravante, qui n'est pas inscrite dans le code pénal, mais c'est une circonstance aggravante parce que, d'une part, par instruction de la garde des Sceaux, par les circulaires de politique pénale auprès des procureurs, mais qui se traduit aussi, visiblement, de ce que je revois, et vous me donnerez votre avis, dans les jugements eux-mêmes. On a des jugements extrêmement durs ou sévères envers des gilets jaunes, parfois même des jugements. Je pense notamment à celui qui a partagé une publication Facebook appelant au blocage d'une raffinerie et qui a pris 6 mois ferme. Dans les précédents, moi qui suis un peu ces sujets-là depuis que je suis à l'Assemblée nationale, pour moi c'est des gens qui avaient partagé des publications de Daesh, qui étaient dans le même étillage de condamnation ferme. Et puis cette violence judiciaire qui aussi s'apparente par des protestations au sein de la magistrature. On a pu voir dans le journal Le Monde, au mois de décembre, le retour d'un courrier qui aurait été envoyé par les procureurs généraux à la garde des Sceaux, indiquant qu'ils étaient inquiets du caractère intrusif de l'autorité préfectorale, pointant des circulaires internes au ministère de l'Intérieur, invitant les préfets à agir, on va dire ça comme ça. Et finalement, les procureurs se sentaient eux-mêmes bousculés dans leurs prérogatives et dans leur indépendance, puisqu'ils sont censés l'être, en tout cas, c'est ce que revendiquent les uns et les autres, et c'est ce qui est censé être inscrit dans notre loi. Au-delà des violences judiciaires, c'est évidemment la violence politique qui est à l'œuvre, qui se traduit par les violences policières et les violences judiciaires, avec, et je le rappelle, les nombreux propos qu'a tenus Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, qui viennent surrajouter une ambiance de provocation permanente. On peut dire de rajouter de l'huile sur le feu. On a eu souvent l'image du pompier pyromane. Et c'est moi ce qui a fait que j'ai déposé une plainte contre lui devant la Cour de justice de la République sur entrave par menace dans un premier temps à l'exercice de la liberté de manifestation, notamment sur les propos qu'il a pu tenir sur Brut, vous vous en souvenez sans doute, puisqu'ils ont choqué beaucoup de monde, qui était de dire « si vous participez à une manifestation dont vous savez qu'il y aura dans cette manifestation des violences, alors vous êtes complice. » Vous êtes complice et responsable, et complice, c'est le terme qu'il a employé, et donc en gros en infraction, et potentiellement vous pouvez être interpellé, placé en garde à vue, comparution immédiate, etc.
Cette violence politique aussi, elle est dans ce manque de discernement et le fait de nier les faits, notamment sur les violences policières qui ont eu lieu. L'idée n'est pas de tenir un propos qui est de dire que 100% des policiers commettent des violences policières, c'est pas le sujet, mais c'est bien de dire qu'il y en a, et les preuves pour montrer qu'il y en a sont assez nombreuses. Et quand j'entends Christophe Castaner qui récidive, pour le coup là on a affaire à un multirécidiviste, qui nous explique qu'il ne connaît aucun gendarme ou aucun policier qui est attaqué des gilets jaunes, attaqué au sens où il a précisé devant la commission des lois que ce n'était pas en réponse à... qu'ils n'avaient pas tapé les premiers, c'est les mots de Christophe Castaner, qu'il n'en connaissait pas et qu'il n'y avait pas de sujet en la matière. Donc on baigne dans cette ambiance générale avec, on le voit, des arrestations de M. Drouet, Alexandre Chantry pour nous dans le Nord, à Lille, c'est une concerne, et on voit les comparutions immédiates qui s'enchaînent, les détentions provisoires, les contrôles judiciaires, etc. etc. Donc l'idée étant, par vos différentes expériences, vos différents prismes, de pouvoir rentrer un peu dans le détail de cette répression du mouvement des Gilets jaunes, et puis les conséquences qu'on peut en tirer et les manières dont on peut agir pour essayer de faire baisser le niveau de tension et de mettre le gouvernement devant ses responsabilités. Peut-être Vanessa Codaccioni, si vous voulez commencer pour un propos liminaire. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour cette invitation que j'ai acceptée avec plaisir parce que je pense que c'est effectivement très important qu'on parle de cette répression du mouvement des Gilets jaunes, qu'on discute et qu'il se passe effectivement des choses, et je pense que ça va dans le bon sens que vous avez entrepris. Alors je vais reprendre les 3 différents volets de la répression, en commençant par dire que effectivement la répression des Gilets jaunes, c'est pas un mouvement et un phénomène inédit. C'est-à-dire que tous les mouvements sociaux dans le passé, dans une moindre mesure, ont tous été réprimés, mais que l'on assiste néanmoins à une criminalisation accrue du mouvement social depuis le début des années 2000 ans, et on pourrait même dater cette criminalisation du mouvement social avec le mouvement anti-CPE. La gestion étatique des manifestations contre la loi travail en 2016, mais aussi l'année dernière, des manifestations contre Parcoursup au moment du 1er mai, confirme tout à fait qu'il y a un durcissement de la répression des contestations politiques. Ça, c'est tout à fait net. Donc ça s'inscrit dans cette histoire à la fois courte et à la fois longue, puisque la répression de l'État français a toujours été très prégnante en ce qui concerne les indignations politiques. Mais néanmoins, cette répression des Gilets jaunes, il me semble qu'elle est sans commune mesure avec ce qui se passe depuis une vingtaine d'années en France, parce que non seulement elle est massive, cette répression, mais aussi et surtout, et c'est ça qui fonde son caractère massif, c'est ce que vous avez dit, c'est qu'elle se déploie sur plusieurs fronts. Le front politique, le front judiciaire, le front policier et peut-être même, on pourra en reparler peut-être, le front militaire. Puisqu'on a très bien vu qu'il y avait une militarisation du maintien de l'ordre à l'œuvre ces dernières années. Alors on peut prendre un exemple symbolique, c'est les blindés dans Paris. Ces blindés, ils étaient là, ils n'ont pas servi, ils étaient là pour menacer, pour décourager, mais quand même ils illustrent cette forme de militarisation. Et les armes détenues par la police en sont aussi un exemple type sur lequel je reviendrai. Alors je vais commencer par le déploiement de la répression sur le front politique. Si on regarde la répression de manière générale du mouvement social, elle est toujours influencée par différents facteurs. Le contexte socio-économique, le contexte politique, les modalités et la technologie du maintien de l'ordre, et enfin, dernier facteur qui va influencer la répression, entre autres, la nature et la radicalité des mouvements contestataires. Et ce qui est important de noter, c'est que plus une organisation va contester le monde social, le monde économique ou le monde politique, plus cette organisation va être réprimée et ses membres criminalisés. Ça, c'est tout à fait classique dans l'histoire de la répression. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que la répression, c'est une politique qui est décidée par des hommes politiques, par des femmes politiques parfois, et donc par des gouvernants, parfois en concertation avec d'autres acteurs, comme vous l'avez dit, le préfet. Et vous l'avez fort justement rappelé, il me semble, les discours du chef de l'État, mais aussi des membres du gouvernement qui permettent de comprendre cette répression du RCR. Vous l'avez cité, ces discours des membres du gouvernement ont procédé à la minimisation du mouvement et à sa délégitimation, notamment par sa réduction à la violence. Ce sont des agitateurs, c'est une foule haineuse, ce sont des casseurs.
Et l'assimilation gilets jaunes et casseurs est de ce point de vue ambigu, puisque à la fois le mouvement a été assimilé aux casseurs de manière générale, et en même temps il y a une volonté de diviser le mouvement social en faisant la distinction entre les bons gilets jaunes et les casseurs de l'autre. De l'autre côté, vous l'avez très bien dit, les violences de l'État et notamment les violences de la police sont niées, voire euphémisées. Vous l'avez dit, il y a des déclarations du ministre de l'Intérieur en ce sens. Surtout, et ça je crois que c'est très important, les politiques, et en particulier le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre, n'ont cessé d'en appeler à la fermeté vis-à-vis de ce mouvement, essayer de décourager les manifestants en les menaçant notamment d'être responsables des violences commises, etc. Pourquoi est-ce que je parle de ces déclarations comme vous l'avez fait ? Parce que ces violences ne sont pas que des menaces. En fait, elles créent un cadre politique dans lequel vont s'exercer les répressions policières, judiciaires, administratives et parfois militaires. Et donc, elles sont des incitations à une répression dure et sévère du mouvement social. Par ailleurs, l'un des effets de ces discours-là, et notamment des discours en appelant un durcissement du maintien de l'ordre, sont les projets de loi qui vont être discutés, qui sont discutés en même temps, et en ce moment, et notamment celle qui est discutée en même temps, en ce moment, sur initiative à la base de Bruno Retailleau. Donc ça, c'est le premier point, le cadre politique qui va inciter à une répression plus sévère. Deuxièmement, la répression judiciaire, qui s'est caractérisée par un nombre très impressionnant de comparutions immédiates, elle-même induite par un nombre très impressionnant d'arrestations, plus de 1000 à Paris, certains samedis. Il faut rappeler que la comparution immédiate, c'est moins de 30 minutes d'audience, avec une possibilité très faible, amoindrie, de se défendre, et que c'est considéré, peut-être que vous pourrez y revenir, chers avocats, pour certains avocats, c'est le degré zéro de la défense, la comparution immédiate. J'en ai vu quelques-unes et clairement, c'est pas une justice satisfaisante. C'est le moins qu'on puisse dire parce que la possibilité de se défendre est moindre. Par ailleurs, vous l'avez rappelé, ces comparutions immédiates se caractérisent par un nombre croissant et, il me semble inédit, de peines de prison ferme. C'est sans doute la première fois que la répression du mouvement social depuis au moins 20 ans, voire plus, se caractérise par tant de comparutions immédiates, mais aussi par un nombre de prisons de verdicts qui se soldent par des prisons fermes, des mois de prison ferme. Il y en a eu à Strasbourg, il y en a eu à Valence, il y en a eu à Toulouse, et ce sont que quelques exemples de manifestants et manifestantes qui ont été condamnés à de la prison ferme au terme de leur comparution immédiate ou de leur procès. Ce qui montre quoi ? Et ça, je crois que c'est important, ce qui montre que l'institution judiciaire, elle n'est pas ici utilisée pour menacer, pour intimider ou effrayer. Quand on regarde l'histoire de la répression en France, on voit que le procès, la justice, elle peut être là pour menacer, pour faire peur, pour décourager des gens d'y retourner, ou d'autres de participer, de se solidariser. Là, on voit clairement qu'il y a une volonté de réprimer fermement et d'envoyer des individus en prison, en tout cas de les punir fermement. J'en viens aux violences policières. Les chiffres sont à ce titre parlants. Plus de 2000 blessés, une centaine de blessés graves, des dizaines de personnes mutilées. Là encore, pour comprendre les violences policières, il y a toujours plusieurs facteurs à prendre en compte. Et je renvoie aux travaux de mes collègues qui sont spécialistes de la sociologie de la police. Je pense à Fabien Jobard, je pense à Olivier Filleul ou à Jérémy Gauthier. Comprendre les violences policières, il faut déjà regarder normalement les caractéristiques de l'agent, c'est-à-dire du policier lui-même. Son âge, son sexe, son niveau d'études. Premièrement. Deuxièmement, la situation qu'il a à gérer et l'interaction qu'il y a entre ce policier et sa cible. Mais ce qu'on voit ici, c'est que les violences illégitimes et arbitraires qui ont eu lieu, et extrêmement graves, se caractérisent par leur caractère là aussi massif, et donc on n'a pas à faire des violences illégitimes et individuelles, illégitimes et arbitraires individuelles. Ce sont des violences collectives qui s'agrègent pour former un tout, à savoir un maintien de l'ordre dur et violent. Et ce style de maintien de l'ordre, il doit se comprendre comme la volonté d'éradiquer, d'annihiler le mouvement des Gilets jaunes. Mais il me semble, et je crois que ça c'est important, ce maintien de l'ordre, il doit s'intégrer, se comprendre, se lire à l'aune de deux processus qui sont plus généraux. D'une part, vous le savez, la police française a toujours été très violente et la répression du militantisme a toujours été, ou des contestations a toujours été meurtrière, brutale, violente. On pense au 17 octobre 61, on pense à Charonne et on pense à évidemment d'autres événements tragiques. Donc il y a une histoire de la répression policière en France et du maintien de l'ordre qui est extrêmement importante à prendre en compte. Mais il faut savoir aussi que le maintien de l'ordre français est l'un des plus sévères et les plus violents d'Europe, les plus durs d'Europe.
Si on compare avec d'autres pays, par exemple, alors on peut prendre le cas de l'Angleterre, où la plupart des policiers sont désarmés. Alors on peut dire que les violences ne sont pas présentes dans les manifestations, c'est pas tout à fait vrai, mais le fait que les policiers soient désarmés, évidemment, fait diminuer le nombre de violences policières, c'est évident, mais c'est surtout que ça modifie la perception que les manifestants ont du policier. Hein? Est-ce qu'on va s'attaquer de la même manière à un policier, ou qu'est-ce qu'on perçoit, quelle représentation on a d'un bobby en chemisette et pas armé? Voilà, qu'est-ce que ça produit dans l'interaction et dans les manifestations? Mais on peut prendre aussi le cas de l'Allemagne, où là, pour le coup, il y a des manifestations qui sont potentiellement violentes, hein, notamment lors de sommets internationaux, où on n'a pas du tout le même type de violence policière, voire beaucoup moins, et voire pas du tout. Autrement dit, quand les pays européens limitrophes, et pas que, optent pour une stratégie de désescalade, c'est-à-dire pour faire baisser la tension, la France, au contraire, a fait le choix d'un durcissement du maintien de l'ordre. À côté de cela, et c'est tout à fait lié, il y a aussi la question de l'armement, je pense que vous allez en parler, vous en avez déjà parlé, ô combien important, on le voit avec les LBD 40, qui renvoie à la militarisation du maintien de l'ordre dont je parlais tout à l'heure. Cette militarisation, elle s'inscrit, il me semble, dans un contexte d'indistinction progressive entre la police et l'armée. C'est-à-dire entre les tâches policières et les tâches militaires, entre les fonctions des uns et des autres, et une indistinction entre leurs possibilités de maintenir l'ordre et d'agir. Je pense ici à deux lois qui sont extrêmement importantes, en 2015 et 2016, qui ont donné la possibilité aux policiers de tirer sur des individus désarmés, comme le faisait autrefois l'armée. Autrement dit, on a... Les gendarmes. Autrement dit, on a aligné la légitime défense policière sur la légitime défense militaire, ce qui dit quelque chose du pouvoir des prérogatives répressives, brutales, qu'on a accordées à la police. Pouvoir qui est utilisé par ailleurs. Je crois que les chiffres sont assez évocateurs sur le nombre d'usages de l'arme. Alors, en termes de nombre de morts, on a des statistiques qui sont à peu près équivalentes. On a 14-15 morts par la police par an, ce qui fait, et en gros, je crois qu'il y en a 500 depuis 40 ans. Néanmoins, ce qui a fortement augmenté, c'est le nombre de tirs policiers. Du moment qu'on a augmenté la légitime défense policière, qu'on a mis cette légitime défense policière étendue, on a eu 40 à 50% de tirs policiers en plus par an, ce qui est énorme. Donc on voit qu'il y a un effet immédiat en termes d'usage de la force létale, avec des possibles conséquences meurtrières. Donc il y a une distinction police-armée qui me semble extrêmement importante et qui renvoie elle-même à une indistinction temps de paix, temps de guerre. Ce trouble des frontières est principalement dû à la manière dont a été pensé l'antiterrorisme en France, mais ailleurs. Antiterrorisme qui est en train de cannibaliser, de s'imposer dans toutes les sphères de la répression de l'État, et l'antiterrorisme a été pensé comme une guerre. Et donc c'est ça qui joue, à mon avis, sur la militarisation aussi du maintien de l'ordre. Enfin, je vais insister sur un phénomène que on a vu apparaître depuis au moins la proclamation de l'état d'urgence en 2015, et qui sont les gardes à vue massives et les arrestations préventives. Ces dernières sont extrêmement importantes. Pourquoi ? Parce qu'elles montrent que si la répression, elle est réactive, et le plus souvent, elle est réactive, c'est-à-dire elle répond à un mouvement, elle répond à une contestation, elle est aussi, cette répression, de plus en plus préventive. C'est-à-dire qu'elle intervient avant tout geste militant ou tout geste politique. Et là encore, ça s'explique évidemment par la volonté d'empêcher de militer, par la volonté d'empêcher de manifester, mais ça s'inscrit aussi, là encore il me semble, dans le cadre d'une application de la stratégie antiterroriste qui vise à neutraliser des individus avant tout passage à l'acte au militantisme. Application de l'antiterrorisme au maintien de l'ordre, à la répression du militantisme. Je me permets de vous couper, c'est les formules qu'on va retrouver sur un individu dont on a des raisons sérieuses de penser que... c'est ce qui se retrouve dans la proposition de loi qui est en discussion à l'heure actuelle. Et qui va permettre les interdictions de manifester. Exactement, ouais. Qui ont lieu d'ailleurs, je vous signale que le caractère, vous le savez sans doute, il y a eu un caractère massif des interdictions de manifester, qui s'appelait interdiction de séjour, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Il y en a eu 400, je crois, pendant l'état d'urgence, ce qui est vraiment un caractère tout à fait massif. Et donc j'en finirai par là, cette répression préventive qui reprend les logiques antiterroristes, tend à restreindre, à limiter, voire à supprimer certains droits, celui d'aller et venir, et surtout celui de manifester. Et effectivement, c'est ce qu'on voit très bien avec le projet de loi qui est en discussion en ce moment. Avant de passer la parole à Harry et à Limi, est-ce que sur les violences policières, sur les éléments qui vont expliquer qu'on arrive à ce niveau de violence,
Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il peut y avoir de la responsabilité individuelle du policier, évidemment. Bon. Ouais. Mais pas que, je pense que la masse des policiers ne commettent pas des violences policières, il faut quand même le rappeler, et c'est plutôt heureux parce que sinon, sinon la situation serait catastrophique. Non, mais je ne veux pas non plus qu'on mette tous les policiers dans le même sac, ce serait dommage de le faire, mais par ailleurs, il y a aussi peut-être des éléments de contexte de l'état dans lequel se trouve la police, l'état de tension, d'épuisement. On a vu les rapports du Sénat faits par la droite par ailleurs qui pointaient les 28 millions d'heures supplémentaires non payées l'année dernière. Ouais. Est-ce que ça joue du climat des violences policières? Et par ailleurs, autre question, est-ce que les discours de Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, et de l'exécutif qui vise à nier ou à euphémiser les violences policières ne donnent pas un sentiment aussi pour les policiers d'une forme d'une sorte d'impunité, en disant de toute façon on sera couvert, quoi? Les discours politiques sur la répression et sur la police sont toujours extrêmement importants. Parce qu'ils peuvent donner l'impression qu'il y a une légitimité à blesser, voire à tuer dans certains contextes, et finalement visent à couvrir. On retrouve ça dans le passé avec des déclarations de Charles Pasqua. Je pense aussi à des déclarations du préfet Papon qui disait en gros on en a assez, on va les tuer. Luc Ferry, plus récemment. Luc Ferry qui disait il faut tirer sur les manifestants. Donc il y a toujours une incitation à la violence. Ça c'est extrêmement important. Il y a des ordres aussi qui sont donnés. Il y a une stratégie du maintien de l'ordre qui est décidée en amont. Donc il ne faut pas croire que les policiers qui tirent avec des armes mutilantes et des flashballs, ils le font de leur plein gré. C'est que des ordres sont donnés. Donc il y a des stratégies qui sont mises en avant et par le préfet et en coordination avec le ministre de l'Intérieur. Et je suis d'accord avec vous, les conditions d'exercice du métier de la police jouent très certainement aussi. Depuis l'état d'urgence, je crois, il y a des manifestations de la police, d'épuisement, etc. Si vous rajoutez à ça les incitations à la violence, à la fermeté de la part des politiques, si vous rajoutez à ça un maintien de l'ordre dur, une militarisation du ministère de l'Ordre, on aboutit à ce type de situation-là. Et je voudrais d'ailleurs signaler qu'on dit souvent oui mais il n'y a pas de mort. Alors déjà c'est pas tout à fait vrai puisqu'on a quand même eu cette Algérienne de 80 ans qui a été tuée à sa fenêtre, mais c'est surtout qu'aujourd'hui le nombre de morts dans le cadre des régimes dits démocratiques ne dit pas grand-chose en réalité de la violence policière. Parce que s'il y a moins de morts, il y a de plus en plus de mutilations. Donc on ne tire pas à l'arme létale, on ne tue pas, mais on mutile de plus en plus, et la mutilation c'est à vie. C'est une répression à vie qui ne disparaîtra jamais. Vous disiez tout à l'heure que vous parliez de la violence du maintien de l'ordre en France, quasiment de manière historique. Oui. Bon. Est-ce que pour autant, vous ne diagnostiquez pas à un moment donné une rupture ou au moins une aggravation dans justement l'utilisation violente de la police par rapport, vous l'avez dit, aux mouvements sociaux, mais je pense aussi aux nouvelles classes dangereuses, classes laborieuses qui sont dans les quartiers populaires et sur lesquelles ont été testées en réalité beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui. Donc est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous pouvez distinguer dans le temps cette aggravation? Je pense, par exemple, je donne un exemple. Pendant très longtemps, on a dit qu'il y a des CRS en face dans le matin. On voit aujourd'hui qu'il y a des gendarmes, il y a des BAC, il y a des services de moins en moins spécialisés. Il y a des armes utilisées qui n'étaient pas celles utilisées avant. Bon. Donc on voit bien que c'est aggravation. Est-ce que ça vient de quand? Est-ce que ça vient par exemple du moment où de la même manière, quelqu'un comme Sarkozy dit les polices de proximité c'est terminé, maintenant on va passer, c'est pas à ça que sert la police? Comment vous le distinguez? Alors moi j'ai mon idée, mais j'aimerais bien. En fait, moi je ne le distingue pas. C'est-à-dire que parce que moi j'ai quand même travaillé sur la répression depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc j'ai une vision assez longue de la répression. La répression policière, elle a toujours été d'une extrême violence, à la fois contre le mouvement social, mais aussi contre les individus racisés, les jeunes des quartiers populaires, etc. Et donc, par exemple, je vous donne un exemple, il y a eu une grande grève des mineurs en 1947 qui s'est soldée en un an par plus d'une dizaine de morts. 1952, les manifestants communistes font une manifestation plus ou moins violente, il y a 2 morts. On a Charonne, on a le 17 octobre 61. Le nombre de bavures policières, je n'aime pas ce terme, c'est-à-dire de violences illégitimes et illégales de la police dans les quartiers populaires, ça a toujours existé. Ça s'aggrave parce qu'on le sait dans les années 70-80, mais si vous écoutez ce que disent les représentants des associations contre les violences policières, ils disent en réalité ce qu'expérimente le mouvement social aussi, aujourd'hui c'est ce que nous on expérimente depuis des décennies dans nos quartiers. Donc il y a peut-être des laboratoires d'expérience dans les quartiers populaires, mais en fait qui vont être appliqués ensuite au mouvement social. Par ailleurs, ce qu'on sait, je rebondis sur ce que vous disiez, c'est que plus le maintien de l'ordre est composé et mis en œuvre par des unités différentes, par des corps différents,
armée, police, différents types de police, plus le risque de bavure et de violence est élevé. Ça, c'est prouvé et c'est historiquement valide. Notamment là, l'intervention des BAC Tout à fait. de plus en plus nombreuses. Alors D'ailleurs, les ça, tirs de LBD qui sont reprochés sont souvent... Enfin, j'ai pas le détail, mais de ce que je vois des images, ça ressemble plutôt à des modes d'intervention de la BAC Tout à fait. que des CRS. Surenchère entre les différents corps, manque de coordination, problème de communication, égale possibilité de violence accrue. Donc là, Donc pour vous, il n'y a pas d'aggravation. Il y a Parce peut-être que- des catalyseurs. alors, disons-le autrement, est-ce Ouais. qu'il y a... Moi, il m'a semblé quand même qu'il y avait à un moment donné au moins une parenthèse avec le grand plan de formation de Jox au début des années... Quand la gauche arrive au pouvoir, il y a un Ouais. grand plan de formation à la police. Qu'on entend les syndicats de policiers, ou en tout cas les policiers qui réfléchissent là-dessus, ils nous disent qu'il y a eu évolution là-dessus. Alors est-ce que c'est cette évolution, cette parenthèse qui, à nouveau, s'est au fur et à mesure dégradée? Mais moi, pour avoir été beaucoup dans les manifestations, j'ai quand même l'impression que les techniques de NAS, les techniques de violence, Oui, la masse. les techniques, y compris, vous l'avez dit, le discours, c'est pas la même chose, le discours de Grimaud en 68 et les discours aujourd'hui de Castaner, par exemple, c'est quand même, il y a quand même une marque de quelque chose, quoi, pas en tout cas pour les mobilisations sociales. Alors, il y a quelque chose qui me semble très important qu'il faudrait vraiment mesurer, c'est l'effet de la politisation des policiers sur aussi le maintien de l'ordre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que les syndicats majoritaires sont des syndicats de droite, voire plus, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Par exemple, moi j'avais travaillé sur les revendications de la police sur la question de l'arme et de la légitime défense. Dans les années 80, ça fait un flop total, ces questions, de vouloir tirer plus, pouvoir plus facilement utiliser les armes létales. Aujourd'hui, c'est réclamé par de très nombreux policiers, c'est porté par des syndicats, et effectivement, là, à mon avis, la rupture, c'est aussi Nicolas Sarkozy, qui va de plus en 2005, plus... les émeutes urbaines, émeutes urbaines avec violences, mise en place de l'état d'urgence. Et là, on voit aussi comment tout circule. C'est-à-dire 2005, puis là, le terrorisme. Exactement. Est-ce qu'on peut relancer là-dessus parce que c'est intéressant. Moi, je un peu dans la continuité de ce que dit Eric Coquerel. Certes, il y a une longue histoire de répression, mais il y a quand même un grand événement en mai 68, où, notamment, on a évoqué le préfet de Paris, etc., où on peut considérer que la répression existe, mais il y a politiquement une décision tout de même de ne pas durcir plus que ce que ça pourrait. Ce que je veux dire, c'est que l'enjeu, c'est quoi? C'est de considérer que ce qui se passe actuellement, est-ce que c'est une continuité ou est-ce que c'est une rupture? Moi, je pense qu'effectivement, c'est une rupture. Alors, ce qui est intéressant à observer, c'est que le caractère de répression au nom du maintien de l'ordre, de choses qu'on peut considérer tout de même comme des mouvements sociaux qui se déroulent dans ce qu'on va appeler, pour faire simple, les quartiers populaires, depuis un moment était un peu dans l'angle mort d'un débat public ou considéré comme étant quelque chose à part, et finalement on s'aperçoit que c'est toute une série de techniques qui sont utilisées aujourd'hui à l'occasion de ces mouvements sociaux. Donc on peut voir peut-être une petite continuité qui était moins présente dans le débat public. Mais moi je pense quand même de ce qu'on observe, y compris comme le disait Eric, quand on est un praticien des manifestations depuis un moment, c'est que le climat s'est quand même indiscutablement durci. Je le répète souvent, moi je fais partie d'une génération en 1986 où il y a un grand mouvement lycéen et étudiant. Il était étudiant, un étudiant perd la vie, Malik Oussekine, un lycéen perd un œil, et ça avait énormément choqué, et ça avait été considéré comme étant, il y a eu y compris un recul, on se souvient des techniques, c'était les voltigeurs utilisés à l'époque par Charles Pasqua, qui avaient été supprimés, etc. Bon, donc c'est à la fois, il y a une continuité, mais Sharon c'est un moment particulier, la guerre d'Algérie, le pays... Oui, mais les quartiers, par exemple, c'est constant. Tout de même, je pense qu'il y a l'utilisation de matériel, y compris au sein des quartiers, depuis une quinzaine d'années, qui sont des éléments un peu qui doivent pas être vus, selon moi, comme une continuité. Mais ça fait débat. Il y a indiscutablement, mais là où c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire une politisation de la police, indiscutablement en interne, on le sait très bien, longtemps des organisations syndicales policières étaient, pour faire simple, plutôt de gauche, se disaient ouvertement républicaines, mais dans un sens qui n'est pas... le même contenu que d'autres y met aujourd'hui. Et il y a dans le discours public, sans aucun doute avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy, un discours beaucoup plus dur qui légitime une forme de répression. Voilà, donc juste, c'est pas pour aller à l'encontre de ce que vous dites, parce que c'est important la continuité que vous portez là, mais on peut quand même observer qu'il y a eu dans l'histoire de notre pays un autre regard politique, et vous avez bien raison de parler de donneur d'ordre, sur la manière dont... on organise
l'utilisation de la police, dont la première mission, rappelons-le, est de garantir le droit de manifester quand même. Ouais. Qui est quand même un droit. Elle est d'abord pour ça, et non pas pour autre chose. Sur mai 68, on peut presque y voir une parenthèse, parce que en fait, ce que vous dites sur les violences policières, par exemple, en mai 68, se reflète aussi au niveau de la justice. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de débats sur qu'est-ce qu'on fait en mai 68. Est-ce qu'on traduit tout le monde en justice par exemple, le ministre de l'Intérieur à l'époque veut qu'on traduise tous les manifestants pour complot, voire mouvement insurrectionnel, et les faire passer devant des juridictions d'exception. Le ministre de l'Éducation et de la Jeunesse dit peut-être pas, parce qu'on a quand même une rentrée universitaire, ce sont des jeunes, donc on va plutôt privilégier le tribunal correctionnel, les peines de prison avec sursis. Donc il y a quand même une volonté d'apaisement au niveau général, et policier, avec, vous l'avez dit, le préfet Grimaud, mais aussi au niveau judiciaire, avec une chancellerie, des ministres qui ne sont pas pour l'accroissement de la répression, pour calmer la situation. Mais là, on voit que ce n'est pas le cas du tout. J'en profite pour excuser deux personnes qui auraient pu être là ce matin, mais qui n'ont pas pu pour des raisons d'agenda. À la fois David Dufresne, qui est journaliste et qui recense, vous le savez, vous suivez sans doute son compte Twitter, et j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à suivre son compte Twitter, et qui dit des choses aussi intéressantes sur la question du maintien de l'ordre. Le fait que les CRS étaient de plus en plus employés, non plus pour faire du maintien de l'ordre, mais dans les quartiers, pour faire de l'interpellation, etc., ou de la gestion urbaine, on va dire, et à l'inverse des BAC, qui normalement font plutôt de la gestion urbaine, qui sont de plus en plus utilisés sur le maintien de l'ordre, avec du coup des transferts de techniques et de pratiques qui sont de plus en plus nombreuses. Et puis Alexandre Langlois de Vigile, syndicat de police, qui a dénoncé. Qui lui, du coup, est un autre point de vue encore, mais qui a pu faire aussi une interview pour le média, qui est intéressante à regarder, qui reprend aussi ces aspects-là. Arié, tu me permets de poser une dernière question? Ouais. Excuse-moi, c'est que vous évoquez des exemples internationaux. Effectivement, en Grande-Bretagne, les policiers n'ont pas d'armes à feu, mais à ma connaissance, vous me corrigez si je dis une bêtise, il y avait quand même en France une tradition, pour faire simple, de garder la distance avec les manifestants. Alors il y avait l'utilisation de matériel type lacrymo. En Grande-Bretagne, il y a quand même aussi une tradition de contact avec les manifestants. Ça frappe, ça matraque, matraque dure. Et il y a quand même, à ma connaissance, dans l'histoire des mouvements sociaux en Grande-Bretagne, des mineurs notamment. Des mineurs, enfin je veux dire des blessures en raison de ce contact. Certes, le mobile n'est pas armé, mais il frappe dur. Et il y a quand même une tradition de cogner le mouvement syndical dans l'histoire, qui a été réprimé à la fois par un pouvoir politique dur, mais aussi des répressions extrêmement dures. On était quand même jusque-là, donc peut-être une forme de pratique ou de jurisprudence, une pratique policière qui était de tout de même garder la distance et de ne pas affronter, d'aller au contact directement avec les manifestants, alors que je trouve qu'aujourd'hui, de plus en plus, le contact, il est là. Ah, tout à fait. Et moi, ce qui me choque aussi, que j'avais peu vu dans ces manifestations, ça a été évoqué, c'est l'utilisation de la BAC, qui ont des techniques, par exemple, de baqueux, de rentre dedans, dans la manif, de provoquer, j'en ai été encore témoin, de venir au contact des manifestants avec des cagoules, des matraques, qu'ils exhibent devant les manifestants. Je vois Ils sont largement testés dans les quartiers populaires. Voilà. Non, mais alors après, il y a ça qui est intéressant, c'est que je pense en vérité, là où on avait oublié que dans les quartiers populaires, cette pratique avait lieu. Mais il y avait toujours dans les quartiers populaires cette idée, qui peut-être est fausse d'ailleurs sur le plan politique, que c'était pas vraiment des mouvements sociaux, ça en était sans doute, c'était autre chose, que c'était du maintien de l'ordre, quasiment on allait au contact de délinquants. Et c'est peut-être l'intrusion désormais dans le champ plus général de mouvements sociaux, d'utilisation de techniques policières qui ont été testées, pratiquées, banalisées finalement dans les quartiers populaires. Ça c'est intéressant à observer. C'est certain. Oui, par ailleurs, sur la question du corps à corps, on voit très bien que, là aussi, au départ, le maintien de l'ordre français a été mis en place avec la police pour éviter que l'armée se charge du maintien de l'ordre, parce que l'armée arrivait dans la gestion des manifestations, enfin, on peut parler du massacre de Fourmies, etc., où l'armée arrivait et tirait dans la foule, donc ça faisait des dizaines de morts. Donc la police a été mise en place pour le maintien de l'ordre pour éviter ce corps à corps. Mais en fait, on voit très bien qu'aujourd'hui, il y a des consignes de corps à corps, avec la volonté d'aller au contact du manifestant. Et là, on est sûr que dans une technique de corps à corps, il va y avoir des violences. Moi, je voudrais écouter les deux avocats sur une chose, puisque vous étiez sur Mantes, il me semble, c'est ça, sur une chose, et on a introduit un sujet. Bon, il y a la violence, mais on parlait tout à l'heure des baqueux dans les quartiers populaires. Moi, ce que j'ai compris, c'est que dans les doctrines des baqueux ou des brigades de sécurité territoriale, il y avait l'idée de gagner du terrain. C'est-à-dire on vient conquérir un terrain dans les quartiers populaires, on s'impose, on intimide, le contrôle aux faciès en fait partie. Bon. Et là, on voit que sur les manifestations, à la fois par les techniques de NAS ou par exemple à Mantes, avec des techniques carrément d'humiliation, il n'y a pas seulement la question de la violence, il y a aussi la question de
nous gagnons le terrain, nous gardons le terrain, et c'est nous qui imposons quelque part un ordre dans l'espace public. Alors Mantes en est l'exemple, hein, malheureusement aussi confirmé par des politiques, hein, je pense à Ségolène Royal, pas seulement le gouvernement. Donc est-ce que pour vous, sur l'exemple de Mantes par exemple, on est effectivement dans cette caractéristique où la police non seulement est là pour maintenir l'ordre, mais en réalité pour aussi quelque part reconquérir et intimider au final les manifestants, quoi. Je pense qu'effectivement, il y a une véritable intelligence, mais beaucoup plus généralisée, du maintien de l'ordre et de la violence policière. C'est le point qui se rejoignent, la question de savoir s'il y avait eu un accroissement de la violence, une rupture à un moment donné de l'histoire, sur le maintien de l'ordre, avec une logique politique qui consistait à réprimer plus durement dans les mouvements sociaux que les quartiers populaires et autres. Et la question de l'espace géographique que vous évoquez. Et la reprise de terrain, ce sont deux questions qui se recoupent. Et moi, j'analyse comme Vanessa la problématique du maintien de l'ordre. Il n'y a pas eu, en tout cas sur une échelle de temps longue, il n'y a pas eu d'accroissement continu. En revanche, dans notre contemporanéité à nous, avec notre vie d'homme, on peut voir cette évolution. Parce qu'effectivement, quand on allait dans les manifestations, quand on était plus jeune, eh bien, il n'y avait pas une telle répression. Pendant un moment, pendant 30, 40 ans, effectivement, il y a eu un accroissement de cette violence. Mais quand on se situe sur une échelle de temps plus longue, ce n'est pas forcément le cas. Et moi, la question, c'est de savoir si, et c'est ça qui m'intéresse véritablement aujourd'hui, parce qu'on est dans le phénomène permanent, quotidien, de la violence, des manifestations, de ces images ensanglantées qu'on voit toute la journée, et on n'arrive même plus véritablement à réfléchir s'il y a quelque chose de construit, s'il y a une véritable intelligence bureaucratique et administrative dans ce maintien de l'ordre. C'est ça qui est, à mon avis, intéressant. C'est d'autant plus que on se rend compte qu'il y a un phénomène que tout le monde sait, y compris l'univers politique, y compris le gouvernement. Ils ont suffisamment de recul sur l'histoire de la répression et du contrôle social pour savoir que plus il y a de violence, du côté des manifestants. Et le phénomène et le mouvement des Gilets jaunes en est d'ailleurs un type d'escalade. C'est René Girard qui en parle dans La violence et le sacré. C'est le préfet Grimaud, justement, dans sa lettre, qui l'explique clairement. Plus il y aura de violence du côté des manifestants, plus il y aura une vindicte répressive et de réaction par les manifestants. Donc la question, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que le gouvernement poursuit cette volonté d'escalade alors qu'il sait qu'il y aura encore plus de violence ? Est-ce que c'est pour arrêter la violence ou une forme d'insurrection, ou est-ce que c'est pour autre chose ? Alors, moi, dans les différents dossiers, notamment Mantes-la-Jolie, mais la Mantes-la-Jolie est une continuité. On a eu avant des dossiers dans lesquels je suis aussi intervenu, il y a eu Bergson, puisque c'était devant un lycée également. Il y a eu Arago, et puis il y a eu Mantes-la-Jolie. On peut se demander si on peut tirer un trait entre ces différents cas dans cet espace géographique qui est, et d'âge qui est le lycée avec des mineurs. Et quand on se rend compte qu'à Bergson, il y avait déjà effectivement ces baqueux, puisque ce sont des baqueux ou des services des fonctionnaires de police du commissariat du coin, qui n'ont pas de formation certes suffisante, parce qu'ils ont une formation extrêmement faible en maintien de l'ordre, qui arrivent devant un lycée, parce qu'on leur demande d'intervenir, parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes, de fonctionnaires du maintien de l'ordre qui sont tous occupés dans le cadre des lois de travail, et on leur demande de venir devant un lycée, parce qu'il y a 3-4 poubelles qui sont devant un lycée et quelques lycéens qui font le blocus du lycée. Et effectivement, on a des premières violences manifestes avec des gamins qui se font taper à coups de matraque, avec des policiers qui sont complètement en live, qui n'ont plus aucune véritable hiérarchie et contrôle et instruction. Et ces images d'un jeune homme d'un jeune mineur, un enfant, qui se fait prendre un coup de poing par un fonctionnaire de police. Ça, c'est un premier, à mon avis, événement dans le cadre de cette évolution du maintien de l'ordre sur les lycées. Après, on a Arago, et là, on a une liaison entre les lycéens
et le maintien de l'ordre, parce que c'était juste avant ça. Ouais. Je peux vous poser une question, Harry? Ouais. Et quand il y a ce type d'intervention, est-ce que vous avez pu décrypter quelles sont les consignes? Qu'est-ce qui est demandé en vérité à ce moment-là, quand il y a un lycée, des poubelles qui brûlent? Pour quelle raison fait-on appel à ces services? Et qu'est-ce qui leur est demandé? C'est un chef d'établissement qui contacte à un moment donné, et pour quelle raison c'est ces services-là? Et quelle est leur mission? Dégager l'entrée du lycée, interpeller les gens? Quelle est la nature du délit? Brûlure de poubelles, etc. Parce on voit bien qu'il y a des moyens. Non, mais c'est intéressant parce que qu'est-ce qui se passe? Alors, sur Bergson, et sur d'autres lycées d'ailleurs, quand il y a des blocus de lycée, ce sont les directeurs d'établissement qui contactent les services de police pour demander à ce qu'il y ait une libération de l'entrée du lycée pour permettre aux lycéens de venir au lycée, parce que c'est toujours pas l'intégralité des lycéens qui bloquent le lycée ou qui font un blocus, mais c'est une minorité de lycéens qui fait ce blocus. Donc il y a une intervention des forces de l'ordre, et en revanche, ce que l'on constate, c'est qu'il n'y a aucune préparation ou formation pour les fonctionnaires de police qui arrivent et qui sont censés dégager face à un public particulier. Ce sont des mineurs qui n'ont pas l'habitude de venir dans des manifestations, donc qui n'ont pas finalement les repères habituels, les codes. Et donc, il y a des violences, et puis on est sur des gamins qui découvrent la manifestation, qui prennent conscience de la politique, un peu d'ailleurs comme les Gilets jaunes, qui ont ce même ressort-là, qui pour beaucoup, parce qu'on en a rencontré pas mal, n'ont pas d'expérience de la manifestation. Certains sont venus au départ, en tout cas pour la première fois dans les manifestations, n'ont pas les codes, il n'y a pas de service d'ordre, et donc il y a finalement, comme d'habitude on avait deux publics qui se connaissaient, et qui pouvaient se côtoyer et s'affronter sans qu'il y ait finalement de conséquences manifestement dramatiques. Là, au contraire, en revanche, parce qu'il n'y a pas ces codes-là, eh bien, vous avez des conséquences graves. On a, pour les lycéens, on a eu vraiment des personnes qui ont été traumatisées et physiquement et psychologiquement. Sur Bergson, par exemple, on a plusieurs lycéens qui ont été complètement déboussolés dans le cadre de leur scolarité. Sur Arago, comme je vous le disais, c'est un moment où se croise le maintien de l'ordre, parce que juste avant Arago, il y a une manifestation, pour la fonction publique d'ailleurs, pour la protection de la fonction publique, et c'est dans le cadre de cette manifestation qu'on se rejoint dans le lycée, qu'il y a un groupe qui arrive dans le lycée pour faire quoi? Une assemblée générale. Et là, effectivement, on a à la fois des lycéens, des universitaires, mais également des personnes, des manifestants traditionnels, avec une nouvelle technique qui est celle d'interpeller un maximum de gens, y compris des mineurs, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Donc on voit quand même progressivement une singularité, une évolution. Mais sur un temps court. 30 ans, c'est un temps court. Ce que je veux dire, c'est que, et pour revenir à mon propos liminaire, c'est que finalement, on a l'impression que c'est pas l'épiphénomène qu'il faut analyser. L'épiphénomène, il faut réagir et judiciairement et politiquement. Ce qui est véritablement important à mon sens là-dedans, c'est l'expérimentation qui est faite de tous ces mouvements, qui peuvent être totalement hasardeux, qui peuvent être construits dans le cadre d'une politique du maintien de l'ordre, mais c'est l'expérimentation d'une intelligence bureaucratique et administrative. Chacun de ces éléments est analysé pour déterminer le seuil de tolérance. Et finalement, c'est ça qui est important. Au-delà de la politique, de l'évolution du droit et autres, c'est l'analyse du seuil de tolérance à la fois du public, de l'opinion publique, et à la fois du monde judiciaire. Et là, je peux vous en parler en deux mots, parce que, effectivement, le monde judiciaire, c'est celui qui est là pour déterminer, d'abord, si les personnes qui manifestent ont commis des infractions et vont aller en prison ou vont être sanctionnés, mais c'est aussi l'univers judiciaire qui va déterminer si le comportement administratif et le comportement des forces de police est proportionné à l'agression, constitue une infraction. Et là, le politique, cette intelligence bureaucratique qui existe depuis toujours, qui s'inscrit dans quelque chose d'assez classique, du contrôle social, qui détermine les frontières du contrôle social, eh bien cette intelligence-là, elle regarde et elle analyse surtout par ces épiphénomènes de violence, elle analyse le seuil de tolérance et de l'opinion publique et du monde judiciaire. Dans le monde judiciaire, je peux vous en parler, je suis avocat rapidement quand même, parce que mais dans le monde judiciaire, la question qui était posée tout à l'heure, c'était de savoir s'il y a une répression accrue et s'il y avait, parce que la question finalement derrière et sous-jacente, c'est de savoir s'il y a une liaison entre les juges et l'exécutif. Est-ce que l'exécutif donne des instructions aux juges pour... Au parquet, c'est sûr.
Alors, le parquet, alors, On a quand même eu théoriquement- Belloubet qui a fait en grande pompe en disant je demande la plus grande fermeté. Là, oui. J'ai fait une circulaire. Là oui, et elle s'est même pointée à P12, c'est-à-dire à l'endroit où le procureur de la République prend les décisions d'orientation des procédures judiciaires. Est-ce qu'on va en instruction? Est-ce qu'on fait un classement sans suite? Est-ce qu'on fait un rappel à la loi? Ou est-ce qu'on va en comparution immédiate? Effectivement, on a eu quelque chose qui, à ma connaissance, en tout cas dans ma vie d'homme, n'avait jamais eu lieu. Une ministre de la Justice qui se pointe sur un lieu judiciaire pour demander au parquet de faire une répression et d'envoyer en comparution immédiate le maximum de monde. Et de condamner le maximum de monde comme si le parquet était en mesure de condamner. Pour nous rafraîchir la mémoire, c'était quand ça? C'était ce que vous évoquez pendant ces... Ah bah c'est dans le cadre, c'est au moment de l'acte 3 ou C'est 4 début décembre. des Gilets jaunes, au début décembre. C'était après qu'ils aient sorti c'était dans la même séquence que les blindés sur les Champs-Élysées, etc. Alors là, concrètement, non, c'est pas la ministre de la Justice qui va dire aux magistrats qui sont en comparution immédiate de condamner plus sévèrement telle ou telle personne. En revanche, parce qu'avec 15 ans de recul, à chaque fois qu'il y a des mouvements sociaux importants, on voit, et ça on peut faire d'ailleurs des statistiques, on voit qu'il y a des condamnations beaucoup plus importantes, beaucoup plus lourdes, par les juges, en comparution immédiate notamment, mais pas que, beaucoup plus de personnes qui sont poursuivies dans des tribunaux d'exception, c'est-à-dire qu'on prévoit au palais de justice une ou deux chambres spécifiques au mouvement des Gilets jaunes, une ou deux chambres spécifiques aux lois El Khomri. À chaque fois, on crée dans l'institution judiciaire des tribunaux d'exception. Ça, c'est une première chose. Donc finalement, non, ce ne sont pas les juges qui sont commandés par la chancellerie, le parquet probablement, qui va avoir ce pouvoir d'abord d'accroître le débit judiciaire. C'est ça la première chose, hein. C'est le premier outil de la chancellerie et du politique, c'est l'accroissement du débit judiciaire. C'est lui qui oriente les poursuites, donc il va faire plus d'audience et renvoyer plus de personnes en comparution immédiate notamment. Et puis il a la possibilité, dans le cadre de ses réquisitions, de réclamer beaucoup plus, puisque c'est lui qui peut demander. Et puis il y a un seuil psychologique de la part des magistrats qui vont condamner plus lourdement si on a le procureur de la République qui demande des peines plus lourdes. Les juges eux-mêmes n'ont pas cet lien direct avec le politique. En revanche, ils ont une conscience politique, une conscience sociale, et ce qu'ils se disent fréquemment, c'est que à un moment donné, il faut rétablir l'ordre public, apaiser la société, et ils pensent, dans leur logiciel de juge, que c'est en sanctionnant plus sévèrement le maximum de monde qu'on va rétablir l'ordre public. Ce qui n'est pas forcément le cas, puisqu'on voit justement un accroissement des violences et la continuité des... Pas de corrélation, voilà. ça c'est une évidence. Peut-être avant, Oui. Harry, tu pourras peut-être revenir tout Bien à l'heure sûr. sur les LBD, ce qui va se passer cet après-midi, Oui. ça peut être intéressant. Passer la parole à Mourad Batik pour précisément le dossier de Mantes-la-Jolie qui a choqué l'opinion publique. Par des images qui semblent un peu terribles de ces jeunes qui sont alignés, les mains derrière la tête, à genoux, qui d'ailleurs, la scène a été reproduite à de nombreuses, très très nombreuses reprises par les Gilets jaunes eux-mêmes dans les manifestants. On a vu des happenings, il continue d'y en avoir d'ailleurs, un peu moins, ça limite sur cet aspect-là, mais même à l'international, dans d'autres pays, c'est... Donc vraiment avoir votre point de vue sur le traitement judiciaire du dossier, comment vous défendez les victimes, en l'occurrence, et comment l'institution policière se justifie, s'il y a des éléments qui sont déjà probants sur le dossier, mais comment se justifie tout ça, comment on en arrive là? Alors, effectivement, donc j'interviens aux côtés de mon confrère Harry Halimi dans ce dossier. C'est un dossier qui effectivement a défrayé la chronique avec des commentaires plus ou moins pertinents des uns et des autres, souvent moins que plus d'ailleurs. Nous avons donc été désignés avec Harry Halimi par le collectif des mamans de Mantes-la-Jolie dans ce dossier, dont je ne peux que saluer à titre liminaire la grande qualité et l'abnégation. Yessa est là pour en parler, elle en parlera bien mieux que moi. C'est effectivement un dossier assez problématique, assez dur et intéressant. Dur parce qu'effectivement, émotionnellement, on a eu l'occasion de rencontrer les parents qui étaient très émus et les enfants qui étaient, effectivement, vous avez utilisé le terme d'humiliation, qui étaient
humiliés avec un sentiment profond d'humiliation et un sentiment durable. C'est là que réside le problème. Alors, s'il est dur émotionnellement, il est très intéressant juridiquement, et j'essaierai d'y revenir à travers deux aspects en ma qualité de professionnel du droit. Mais à titre liminaire, je souhaitais aussi, dans ce lieu symbolique, rappeler à cette jeunesse. Je pensais qu'il allait y avoir d'autres jeunes d'Ivry, et pourquoi même de Mantes-la-Jolie qui allaient être là, mais de rappeler effectivement ce qu'est un état de droit. On est des professionnels du droit, et c'est aussi important de le rappeler à un moment où cette jeunesse a tenté de s'exprimer de manière totalement démocratique, et où elle a été d'une part muselée et d'autre part brimée, le temps d'un instant certes, mais force est de constater que ça a été le cas. Lui rappeler à ces jeunes femmes, à ces jeunes hommes, à ces citoyens, que nous sommes dans un état de droit, et qu'un état de droit, c'est un état effectivement impartial en droit et en fait, et que on ne distingue dans cet état de droit ni en fonction de la couleur de peau, ni en fonction de l'origine sociale, ni en fonction de l'origine géographique, et que les mêmes droits sont accordés à tous, et de la même manière, les mêmes procédés d'intervention de la police doivent être les mêmes où que l'on se trouve sur le territoire. Et pour rebondir sur ce que disait monsieur le député, la question qui se pose, à savoir est-ce qu'il y a un accroissement de la violence historique, ma position est la suivante. J'ai pas assez de recul sur la question de par mon jeune âge pour savoir si effectivement il y a ou non un accroissement historique de la violence. En revanche, ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a à tout le moins un déplacement géographique de la violence. Parce qu'effectivement, cette violence, l'utilisation des flashballs, l'utilisation de la violence policière, elle existe. En réalité, elle a toujours existé dans les périphéries. En revanche, et c'est peut-être ce qui choque aujourd'hui et ce qui permet une mise en exergue de ce problème, c'est qu'on a un déplacement géographique de l'utilisation des mêmes violences. Parce que si ça ne choquait pas d'utiliser le flashball dans les quartiers populaires, ça choque aujourd'hui, cette utilisation, dans le centre-ville. Et c'est ce qui est choquant. Là où c'était plus ou moins légitime, avec un petit discours de comptoir, oui, mais quand même, faut regagner ses territoires. Effectivement, c'est quand même pas facile pour la police d'intervenir dans des quartiers difficiles. On a effectivement une position qui est tout autre pour l'utilisation des mêmes techniques que l'on pouvait constater dans d'autres zones géographiques. Le sens de mon intervention aujourd'hui, c'est effectivement qu'en tant qu'avocat, nous sommes défenseurs des libertés individuelles, et c'est en cette qualité que vous m'avez invité aujourd'hui, et c'est donc en cette qualité de professionnel du droit que je m'exprimerai aujourd'hui. Le dossier est extrêmement intéressant à mon sens, car il met en exergue l'incurie législative en matière répressive. Alors, je n'ai que peu de temps pour m'exprimer, donc je concentrerai mon intervention sur deux points qui ont attiré mon attention et qui, je l'espère, attireront l'attention des législateurs que vous êtes. D'abord, j'aimerais revenir rapidement. J'aurais pu parler effectivement des comparutions immédiates ou des autres techniques de répression judiciaire qui existent, mais je me suis focalisé sur le rappel à la loi. Le rappel à la loi qui me semble être dans la répression actuelle, totalement dévoyé de son interprétation téléologique. Nous sommes face à une police qui interpelle et qui place en garde à vue, et un parquet qui valide a posteriori les décisions prises par un rappel à la loi quasi automatique qui n'a que pour unique objectif, et disons-le clairement, que la validation des procédures engagées. Et dans un deuxième temps, je souhaiterais approfondir avec vous la question de la preuve face aux violences policières, car si vous l'avez constaté dans le dossier de Mantes-la-Jolie, on a une vidéo qui a circulé et 150 témoignages redondants. C'est évidemment pas le cas dans la plupart des affaires que nous avons à traiter. L'idée est ici de comprendre les mécanismes législatifs, leurs carences, afin que vous puissiez, le cas échéant, agir.
Alors, le rappel à la loi comme arme de l'exécutif. Ça a été dit assez rapidement, mais j'aimerais approfondir ce point. Le rappel à la loi a été utilisé massivement. Je crois, à mon sens, qu'il a été utilisé systématiquement, même pas massivement, systématiquement, dans la répression du dossier de Mantes-la-Jolie, et très souvent dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'on a au choix rappel à la loi ou comparution immédiate, à ceci près que la comparution immédiate, on peut avoir une relaxe. Alors que dans le rappel à la loi, on a une systématisation d'un document qui fera de vous, a posteriori, l'auteur mécanique d'une infraction. Alors, c'est une arme, à mon sens, détenue par l'exécutif pour justifier, donc, comme je vous l'ai dit, a posteriori, des interpellations litigieuses et ou des gardes à vue fragiles, pour ne pas dire complètement, parfois, injustifiées. Donc, rapidement, pour qu'on soit tous au même niveau de connaissance, le rappel à la loi, c'est une façon pour le procureur de traiter des infractions mineures, souvent commises par des délinquants primaires et dont on pense qu'il convient simplement de leur faire comprendre la nature délictuelle. Alors rapidement, le texte dispose dans son article 1, je vais vous faire la lecture, ce sera très rapide. S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin aux troubles résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on considère qu'aucune infraction n'a été commise, le procureur procédera à un classement sans suite. Mécaniquement, si on procède à un rappel à la loi, c'est qu'il y a eu une infraction qui a été constatée. On ne procède pas à un rappel à la loi à l'égard de quelqu'un dont on considère qu'il est parfaitement innocent. Alors en France, on l'a dit, c'est le procureur qui détient le quasi-monopole des poursuites, et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation sur les suites à donner aux affaires qui lui sont soumises. Alors, il agit conformément aux dispositions 40-1 et 41-1 du Code de procédure pénale, qui dispose, comme je vous en ai fait la lecture, et la loi est d'interprétation stricte, qui dispose qu'il faut la constitution d'une infraction. Il faut la constitution d'une infraction. Or, ce constat de l'infraction pose à l'avocat que je suis une confusion dangereuse, et j'attire votre attention, entre l'autorité de poursuite et l'autorité de jugement, qui serait en l'espèce détenue dans les mêmes mains d'un procureur quasi omniscient. Il est évident, pour m'exprimer dans un langage plus abordable, que le procureur ne va pas s'autodédire d'une infraction supposée qu'il aurait lui-même constatée. Pourtant, seule en France une juridiction de jugement est en mesure de prononcer une condamnation en application du principe cardinal de la procédure pénale qui commande que toute personne suspectée est présumée innocente tant que sa culpabilité n'est pas établie. Or, vous l'aurez compris, le rappel à la loi n'est ni une sanction pénale, ni un classement sans suite. On est face à une sanction tiède qui permet de confirmer la culpabilité ou à tout le moins l'auteur d'une infraction sans qu'il soit pour autant poursuivi et condamné pénalement. En réalité, pour être pragmatique, et nous en sommes tous conscients, c'est une option procédurale qui évite l'écueil des classements sans suite ab initio, qui nuisent au taux de réponse pénale, indicateur de performance de l'activité pénale des parquets. C'est surtout ça, je pense que le point central, c'est de dire sinon il y aurait des tas d'interpellations avec rien derrière. Vous imaginez 150 enfants qui sont interpellés, placés sans liberté de mouvement, parfois pendant 5 heures, 5 heures et demie, avec des placements en garde à vue derrière pour des mineurs, et dont on dirait derrière qu'il y a un classement sans suite. Oui, ça serait un scandale manifeste. Donc, on a... Cela dit, ça vient d'avoir lieu pour les Gilets jaunes, quasiment, puisqu'il y en a 7 sur 10 qui ont été classés sans suite. Oui. Et ça n'a pas fait un écho terrible. Ça n'a pas fait un écho terrible parce qu'on est noyé dans la masse, judiciaire. Bah oui, évidemment.
on est face à un texte qui a manifestement été détourné, dévoyé pour justifier ces interpellations. Enfin, on a tous très bien compris le mécanisme. Interpellation illégale, placement en garde à vue injustifié. Et donc face à cela, on a deux possibilités. Le procureur a deux possibilités. Soit il classe sans suite, et donc on a un scandale judiciaire, puisque du coup, il y aurait 150 gamins dont on les a privés de liberté pendant à minima 5 heures sur place, dans une position humiliante qu'on n'a pas vue depuis la colonisation et depuis la guerre d'Algérie. Ou alors, on dit rappel à la loi, et le rappel à la loi permet a posteriori de valider procéduralement. Surtout de ne pas perdre la face. Évidemment, c'est ce qui s'est passé pour Mantes, ça. C'est ce qui s'est passé pour Mantes. On a eu systématiquement des rappels à la loi à tous les gamins qui ont été interpellés et placés en garde à vue. Maintenant, je souhaiterais... Pardon, vous coupez, mais pour le prendre autrement, surtout ces enfants, etc., il n'y a eu aucune condamnation. On est d'accord, là je parle aux praticiens. Un rappel à la loi n'est pas une condamnation. Hein, évidemment. Elle n'est pas inscrite sur le Elle n'est pas inscrite Non, mais elle est sur le TAJ. Alors, Sur le fichier du quoi traitement des antécédents judiciaires. Exactement. Donc vous êtes fiché et Sur quoi sur le TAJ. Et ça garde en garde à vue, ça, évidemment. Il peut y avoir des demandes. On peut demander, mais c'est compliqué. Ouais. C'est très compliqué, puisque de manière pratico-pratique, le rappel à la loi est une sanction qui est là pour arranger un primaire. Donc si vous voulez, la demande d'effacement est très peu courante. C'est pour le dire autrement, quasiment jamais arrivé. Enfin, peut-être qu'à arriver. On le fait, mais ça prend un temps fou, parce que d'abord il faut faire la demande au PROC ou à la CNIL, et que le temps que ça remonte au ministère de l'Intérieur, et que le ministère de l'Intérieur donne les éléments, des fois on les délai de 6 mois. Pour le faire ou le particulier? Sans avocat c'est compliqué. C'est le parcours du combattant. Sans avocat c'est compliqué, ça a un coût d'abord, éventuellement si l'avocat est payant, mais toujours est-il que ça prend énormément de temps pour obtenir un effacement, sans compter qu'il y a souvent des refus d'effacement pour diverses raisons. Et ensuite, c'est utilisé d'abord dans les procédures ultérieures, éventuellement quand vous êtes réinterpellé dans une manifestation ou pas, et c'est réutilisé par les juridictions quand vous êtes jugé. Hop, on a un TAJ, vous avez vu, vous êtes connu pour ce type de fait, donc finalement vous êtes déjà une sorte de récidiviste. Effectivement. Derrière l'expression connue des services de police, il peut y avoir le fait oui. qu'on a Déjà connu des services de police et dans le fichier du TAJ, par exemple. Non, mais à l'inverse, là c'est plus le militant qui parle. Il y a quand même un vrai scandale que j'avais pas bien perçu effectivement dans cette histoire de Mantes-la-Jolie, c'est qu'aucune condamnation n'a été. Mais il y a encore des choses en cours. Les choses sont dans Il y a eu des condamnations de quelques gamins. Oui. Il y en a eu combien? Est-ce qu'on a d'ailleurs on a eu 3 gamins qui ont été condamnés. On n'a pas suivi parce que. Alors, je me permets. Oui, bien sûr, justement. Pardon, excuse-moi. Non, il n'y a pas de difficulté. Donc sur les trois condamnations, donc ce sont des élèves, donc un majeur et 2 mineurs, mais qui ne font pas partie des élèves qui ont été interpellés le jeudi 7 décembre. Voilà. Ce qui s'est passé le jeudi 7 décembre, ce que disent les avocats, c'est des mômes qui sont ressortis de garde à vue avec des simples rappels à la loi. Et 95% de rappel à la loi, il y a peut-être quelques procédures en cours avec des juges pour enfants, etc. Mais effectivement, sur ce jour-là, sur l'événement dit de Mantes-la-Jolie, il n'y a pas eu de condamnation. C'est intéressant ce que vous dites, parce que pour suivre beaucoup de garde à vue des mouvements sociaux, pour venir les aider, les soutenir, très souvent, il y a une sortie avec rappel à la loi. Et la réflexion militante dans ces cas-là, c'est bon, c'est pas très grave, ça va. Quoi. Ouais. Et en fait, c'est avec, De moins en moins. De moins en moins parce qu'ils ont pris une conscience des implications. Peut-être justement, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en réalité, s'il n'y avait pas ce rappel à la loi, il n'y aurait rien. C'est ça, oui, bien sûr. C'est ça, c'est évident. Mais il n'y a rien parce qu'ils interpellent pour rien. Oui, À Mantes-la-Jolie, ça, la le problème. configuration, faut qu'on rappelle les faits. Hein. Ce sont des gamins qui sont soit devant, il y en a certains qui font le blocus, la plupart sont en train de regarder de manière passive, ne participent même pas à la manifestation ou au blocus. Et il y a une NAS, c'est encore la technique de la NAS qui est utilisée, tous les enfants sont bloqués et ils sont progressivement envoyés vers le lieu clos où on les a mis à genoux. Et certains ont eu d'ailleurs des traitements différents, mais
La plupart n'avaient strictement rien à voir avec des faits délictuels, voire même avec une violation d'interdiction de manifester. On a recours de plus en plus pour ouvrir ces affaires à la notion de groupement en vue de commettre des violences. C'est vraiment des infractions extrêmement générales qui deviennent les outils de répression judiciaire et d'ouverture d'infractions et d'enquête pour permettre d'arrêter le maximum de monde dans les manifestations. Ouais. Vous avez une deuxième... Oui, non, il n'y a pas de difficulté. Il y a un deuxième point qui, à mon sens, semble extrêmement important et dont j'aimerais vous faire part. Comme je vous l'ai expliqué, le dossier de Mantes-la-Jolie a ceci de particulier que la scène a été filmée et que 150 élèves tiennent la même version, rendant d'autant plus vraisemblable la réalité des choses. Ceci étant... Filmé par un policier qui en était fier. Filmé, voilà, une enquête qui est en cours à ce sujet. Petite parenthèse, c'est une infraction pénale. On a d'une part interdiction de filmer une personne entravée et d'autre part un mineur, enfin des mineurs. Ça a eu des conséquences, ça a eu des conséquences importantes. Hein. On a une maman qui est venue nous voir en pleurant, en nous expliquant que la famille du petit garçon a appelé les parents en disant ton fils est un délinquant, comment ça se fait, qu'est-ce qu'il a fait. Enfin, on imagine très bien que bon, après il y a eu l'ampleur, mais on peut très bien imaginer que dans un conscient collectif, on se dit s'il est là, finalement, c'est qu'il a peut-être fait quelque chose. Et donc fumée sans feu. C'est comme quelqu'un qui parlait au faciès, on dit il a fait quelque chose. Complètement. Donc j'entends Ségolène Royal et d'autres avoir des propos d'amoindrissement de la chose en disant que ça leur fera une petite expérience. J'aurais bien aimé avoir sa réaction si cela avait été ses enfants. Et de quelle manière est-ce qu'elle aurait réagi si ses enfants avaient été agenouillés dans le froid, les mains sur la tête, à genoux pendant parfois 4 ou 5 heures, ne pouvant bouger, même s'ils sont assis sur un caillou, sur un bâton, rendant d'autant plus dur la position. Enfin, je veux dire, c'est quand même des choses fortes. Ce sont des Français qui sont nés en France, qui ont vécu avec les lois de la République, avec un idéal démocratique. C'est quand même assez compliqué. Donc, c'est pas quelque chose d'anodin, vraiment. C'est pas quelque chose d'anodin. Et je ne parle même pas du plan psychologique et de ce à quoi ça renvoie. Hein. C'est absolument ahurissant. En tout état de cause, je voudrais aussi revenir sur ce qui, à mon sens, peut être la pierre angulaire de cette table ronde. Alors, loin de moi l'idée de caricaturer une profession que je côtoie au quotidien et qui compte d'excellents professionnels, .E.S pour être moderne. Néanmoins, force est de constater que la popularité de la police ne cesse de décroître et qu'à contrario, le sentiment de défense croît proportionnellement. Cela est à mon sens dû à 2 raisons principales, la première n'étant pas exclusive de la seconde. Premièrement, il y a parmi notre police des éléments qui agissent mal, qui agissent en dehors des prérogatives prévues par le Code. Et par manque de temps, je ne citerai pas les affaires passées. Et par obligation déontologique, je ne parlerai pas des affaires en cours. Alors, la deuxième raison, c'est que rien, et c'est vraiment là où je voudrais attirer votre attention, rien ou quasiment rien dans notre législation actuelle ne permet de véritablement contrer une version policière. Extrêmement important. C'est un problème de fond. La preuve est difficile, sinon impossible à apporter. Il y a une disproportion ahurissante entre les moyens législatifs prévus par le Code permettant de justifier les actions policières violentes, par le biais, on le sait, l'acte de rébellion, l'outrage, la légitime défense, sans que le législateur n'ait prévu... Alors ça, c'est très bien que ça existe, il n'y a aucune difficulté là-dessus, mais le problème, c'est que le législateur n'a pas prévu une protection équivalente pour les citoyens. L'idée qui commande nos amis anglo-saxons, la notion des checks and balances, des poids et des contrepoids, n'est en l'espèce pas respectée. À titre d'exemple, j'ai été appelé en garde à vue pour un gilet jaune qui a été poursuivi pour rébellion. Il avait l'épaule droite complètement déboîtée, il était bien amoché. Et alors, il m'explique pendant l'entretien qu'il a insulté un OPJ de manière totalement transparente et qu'une fois arrivé dans la voiture, l'OPJ, par vengeance,
lui fait une clé de bras alors qu'il est menotté dans le véhicule, lui déboîtant ainsi l'épaule. Et on arrive devant l'OPJ pour la déposition. Et donc, au moment de l'audition, mon client donne sa version des faits et l'OPJ l'interrompt en lui disant que son épaule a été déboîtée au moment du passage des menottes, car celui-ci se rebellait. Il dit, non, écoutez, je ne me suis pas rebellé. Et l'OPJ intervient en disant, si, vous êtes rebellé. Comment ? En raidissant vos bras. La rébellion était, en l'espèce, constatée, d'après l'OPJ, par un raidissement des bras. Alors, comment est-ce qu'on peut prouver que mon client a ou non raidi ses bras à ce moment-là ? Nous sommes face à ce que nous appelons en droit la probatio diabolica, la preuve diabolique, la preuve impossible. Alors, la preuve impossible, et pourtant, le juge indépendant va devoir trancher entre ces deux versions. Et contrairement à ce que l'on pense, effectivement, et je rejoins totalement mon confrère là-dessus, les juges ne privilégient pas la parole de l'un sur l'autre. La question, elle n'est pas conjoncturelle avec de quelle obédience est le juge, avec les affinités du juge, avec la police, avec la sévérité. Non, la question, elle n'est pas conjoncturelle, elle est structurelle. Comment est-ce qu'on vient devant un juge pour démontrer des violences policières autrement que par un témoignage isolé et souvent recoupé par aucun autre élément ? Le juge aura très souvent une version policière qui sera confirmée par la corporation, et de l'autre côté, il aura une version isolée sans autre élément de preuve. Donc mécaniquement, la balance elle pèse plus d'un côté que de l'autre. Mais ce n'est pas tant le problème des policiers, ce n'est pas tant le problème de la juridiction, c'est un problème législatif. C'est pourquoi, et j'en terminerai par là, il est, je pense, utile, si ce n'est primordial pour les législateurs que vous êtes, d'intervenir et de permettre d'une part une meilleure égalité des armes et d'autre part une équité dans la défense. Alors maître, je vous coupe, oui. Mais à quoi pensez-vous ? Eh bien, je pense à quelque chose de très concret, que les policiers portent une caméra sur leur uniforme, qu'une caméra soit fixée sur le véhicule, que le traitement des vidéos litigieuses soit fait par une commission indépendante, pourquoi pas même le déléguer au défenseur des droits, ça peut être quelque chose qui peut être totalement envisageable. Les conséquences de cette proposition, de cet apport législatif seraient très concrets. On aurait un constat qui serait plus objectif, on aurait un rééquilibre de la balance, un accès pour les juges à la véracité des propos des uns ou des autres conduisant à des sanctions plus justes, un accès pour la défense à un droit fondamental et un respect mutuel entre les citoyens et la police conduisant à un quotidien moins anxiogène aussi bien pour les uns que pour les autres. C'est une idée qui sera à creuser. On a eu la discussion dans l'hémicycle d'ailleurs sur les caméras piétons parce qu'elle a été étendue à la police municipale définitivement et par expérimentation à l'administration pénitentiaire et au service des sapeurs-pompiers. Mais bon, je propose de ne pas ouvrir le débat sur les caméras piétons à cet instant parce qu'il faudrait... c'est un sujet à traiter très sérieux parce qu'il y a des études aussi, là où ça a été déployé largement aux États-Unis, qui tendent à montrer que la plus-value est assez marginale en réalité. Mais bon, je me fie aux études. Il y a par contre une chose dans la continuité que je voulais signaler, c'est que c'est le problème de l'IGPN, c'est-à-dire le fait que la police se juge évidemment, qui est un vrai souci, puisque la réponse qu'on nous fait et que fait le ministre de l'Intérieur face aux questions sur la violence des policiers, c'est de dire, il y a des dossiers à l'IGPN, et puis du coup, on saura, oui, mais sauf que c'est on invoque les grands mots en plus, on dit, là c'est ce qu'il m'a dit en audition hier Castaner, c'est que l'IGPN se saisit d'enquêtes judiciaires. Donc le mot judiciaire a été prononcé, c'est bon, circuler, il n'y a rien à voir, si je devais dire ainsi, sauf que l'IGPN, la quasi-totalité, c'est des enquêtes administratives, et parfois elles sont judiciarisées, et parce qu'il y a le parquet derrière, c'est pas une judiciarisation juste parce que l'IGPN a décidé. Même s'ils peuvent faire des enquêtes d'initiative, mais c'est quand même assez rare. Bref. Je crois qu'on est à 300 dossiers gérés par l'IGPN depuis le mouvement des Gilets jaunes. Il a annoncé 81 procédures judiciaires, c'est ça ? Judiciaire, c'est 80 procédures judiciaires. Je propose de laisser la parole à Madame Benkodja, dont je remercie la présence. Je vais se rapprocher un peu du micro. C'était important pour nous d'avoir un témoignage
Donc je vous laisserai vous présenter, mais vous êtes une des mamans d'un des élèves. Je suis une maman d'un élève scolarisé au lycée Rostand, mais qui n'a pas été interpellé ce jour-là. Je me suis déplacée lorsque j'ai appris via la presse locale sur les réseaux sociaux que des élèves avaient été interpellés. Donc Momo n'était pas là, il était chez un ami. Mais je suis restée sur place parce qu'il y avait d'autres parents et on était sur le parking derrière l'endroit où les enfants étaient partis. Et on est resté jusqu'à ce que le dernier lycéen soit amené dans l'un des fourgons. Donc vous les avez vus sortir au compte-gouttes, mais on n'a pas pu voir ce qui se passait derrière. On a découvert des images en rentrant. Alors vous imaginez, les mamans qui étaient là, les parents qui étaient là, lorsqu'ils ont découvert la vidéo et qu'ils ont vu leur enfant à genoux alors qu'ils étaient à quelques mètres pendant cet après-midi, les mômes partaient au fur et à mesure parce qu'ils ont été dispatchés dans les différents commissariats des Yvelines, parce que vous imaginez que 150 élèves, le commissariat de Mantes-la-Jolie n'aurait pas été suffisant. Je voudrais juste revenir sur 2-3 petites choses par rapport à... On parlait de césure, si on reprend l'historique des violences policières, on dit qu'il y a eu césure. Je n'ai pas l'impression qu'il y a eu césure. En tout cas, ce qui revient avec la loi anti-casseurs, c'est on va chercher un truc dans les tiroirs de 68, et puis on le remet sur le tapis, et puis on voit aussi, vous avez parlé de... Mais elle avait été abrogée, la loi anti-casseurs. Oui, elle avait été abrogée, mais elle revient là. Oui. Elle était déjà là en fait, 2010, loi sur les bandes d'explosion. Voilà. Et puis vous parliez aussi de la mort de Malik Oussekine et des voltigeurs, et on l'a vu lors d'une des manifestations des Gilets jaunes là, récemment, de nouveau on a vu apparaître les voltigeurs. Et puis ce qui se passe dans les quartiers populaires, c'est un phénomène qui est latent depuis de nombreuses années, et ce qui s'est passé le 7 décembre, vous parliez d'histoire de territoire, il y a notamment à Mantes-la-Jolie et dans d'autres villes de banlieue, une histoire de territoire. C'est-à-dire que la police veut marquer son territoire, et puis derrière, évidemment, on a une réponse de notre jeunesse qui est la plupart du temps stigmatisée, mais les mômes des quartiers ne sont pas tous délinquants, on sait. Donc voilà, il y a ce rapport-là des forces de l'ordre avec les jeunes des quartiers populaires. Et cette journée du 7 décembre, il y a eu au total sur les Yvelines 190 interpellations, dont 153 à Mantes-la-Jolie. Donc ce chiffre est juste énorme. Je vous laisse voir au niveau du pourcentage. Donc, moi, pour nous, en tout cas, les parents du collectif, pas que des parents, il y a des professeurs, il y a des citoyens, des habitants de Mantes qui se sont constitués aussi au sein du collectif. Il y a eu un traitement d'exception. Il y a eu volonté de la part, localement en tout cas, du sous-préfet, et puis ensuite, évidemment, du procureur, etc. Puis si on remonte comme ça, au niveau du gouvernement, volonté de faire un exemple, parce qu'à l'instar des différentes mobilisations au niveau national, il y a eu un fort taux d'interpellation. Et évidemment, les premiers touchés sont toujours les plus fragiles. Et c'est ce qu'on a vu à Mantes. Là, ça n'a pas été abordé, puis on ne va pas rentrer sur la procédure judiciaire, mais il y a eu les images extrêmement violentes, humiliantes, mais il y a eu aussi, durant la garde à vue des élèves, il y a eu des intimidations, des injures racistes, sexistes également. Le moment où ils ont été mis à genoux, les policiers n'ont pas du tout respecté les procédures. Il y a eu des perquisitions, c'est-à-dire que les policiers se sont permis d'aller mettre les mains dans les sacs à dos des élèves, parfois même dans les poches. Il y a eu des palpations aussi qui n'ont pas été réalisées dans les règles. Donc là, on a eu affaire à vraiment un déni de la loi. De la part d'un État policier. C'est comme ça qu'on l'a vécu. Des retours que vous avez vus, qui étaient les policiers qui étaient là ? C'est Alors, il y avait des policiers de Mantes-la-Jolie, mais d'ailleurs, des commissariats alentours, je ne sais plus exactement. C'est des gens de sécurité publique essentiellement ? Il n'y a pas de CRS BAC de Versailles. Principalement. C'est la BAC de Versailles qui est venue en renfort. Avec des policiers de sécurité publique. C'est pas 100% la BAC. Police municipale. Il y a eu plutôt beaucoup, c'est essentiellement la BAC de Versailles qui est venue en renfort ce jour-là sur le lycée.
Pardon, vous évoquez la procédure n'a pas été respectée, mais y a-t-il une procédure qui permet de mettre 150 personnes à genoux, les mains sur la tête par ailleurs? C'est au-delà même du non-respect des... Est-ce que ça existe, cette procédure, dans le code on n'a jamais vu ça nulle part. Il n'y a aucune technique de maintien de l'ordre qui permet ou qui autorise de mettre des gamins à genoux et de les faire tenir les mains en l'air pendant un certain nombre d'heures dans un lieu clos, et même au contraire. À notre sens, et judiciairement il y a eu des exemples, il s'agit d'une violation de liberté individuelle, c'est d'ailleurs l'une des infractions qui a été visée. Je peux vous donner un exemple de sanction, c'est que Place Bellecour, il y a 10 ans, il y a eu une NAS similaire, où pendant plus de 9 heures, on a toutes les personnes qui étaient manifestées, je ne sais plus exactement pour quel type de manifestation, toujours est-il qu'il y a un directeur de la police nationale ainsi qu'un préfet de police qui récemment ont été renvoyés par la chambre de l'instruction pour être mis en examen pour violation de la liberté individuelle, du simple fait d'avoir nassé des personnes pendant un certain nombre d'heures. Et effectivement, ça peut s'appliquer pour Mantes-la-Jolie et ça peut s'appliquer pour toutes les NAS dans toutes les manifestations. Dont celle à Nancy, où l'un de vos confrères a d'ailleurs été interpellé. Alors, je ne sais pas le détail. Là, ce que j'évoquais au-delà de la NAS, qui est une particularité, c'est d'où vient, au nom de quoi, y a-t-il, alors je ne connais pas bien le code, qu'est-ce qui justifie qu'on dise à quelqu'un, a fortiori un mineur, mettez-vous les mains sur la tête, à genoux, qu'est-ce qui justifie, d'où vient cette technique qu'on n'a jamais vue nulle part? La NAS, c'est une chose qui nous trouverait problématique. Mais là, on est. Ouais, c'est même. Ouais, ce que je veux dire, parce que vous évoquez des choses qui sont totalement vraies, la palpation, la fouille, mais au-delà même de ça, c'est pas une technique. Et ça n'a jamais été vu en France? Peut-être 100 à 150, et surtout sur des mineurs, c'est quand même deux circonstances qui sont incroyables. Et puis, eux le justifient par la nécessité du maintien de l'ordre public. C'est l'argument qui est utilisé en face. En réalité, on a des gamins qui ont été pris au hasard. Bien sûr. C'est-à-dire que tout le discours qu'on a eu des politiques en dehors de toute considération législative, de dire oui, d'accord, c'était peut-être pas la meilleure des solutions, n'empêche que la ville était à feu et à sang. Ça ne fonctionne pas comme ça dans le code de procédure pénale, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un principe d'imputabilité, c'est-à-dire qu'on interpelle une personne qui a pu commettre ou va commettre les faits en question. Et puis surtout, vous avez dit quelque chose de fort, c'est qu'à l'arrivée, pour l'instant, il y a 3 condamnations, j'ai compris qu'ils n'ont rien à voir, mais il n'y a pas eu la moindre condamnation qui a été prononcée. En fait, ce jour-là, pas à notre connaissance. Pas à notre connaissance, en tout cas. Donc, sur 150 personnes, des techniques jamais vues, à une échelle jamais vue, pour à l'arrivée, pas une seule, même pas un sur 150. Vous comprenez bien que la problématique de ce dossier, c'est qu'on prend 150 personnes au hasard. Alors peut-être que parmi les 150, il y en avait 1, 2, 3, 10, 15, peu importe. Mais même s'il y en avait 149 sur 150 qui avaient commis l'infraction. Non, la police, c'est d'arriver à identifier qui a posé. C'est ça le problème. C'est qu'on repère qui a fait quoi et on l'interpelle. Alors, il y a un vrai problème logistique et mécanique. C'est-à-dire que la police a été débordée. La police a été débordée pour répondre à ces débordements. Elle a raflé un certain nombre de gamins. Mais en réalité, si la police a été débordée, la jeunesse et les citoyens n'ont pas à pâtir de l'incurie des OPJ, de la police, de l'organisation policière. À la limite, on revoit la copie, on se dit bon, on s'organise mieux pour le lendemain, on mobilise plus d'agents, je sais pas, en tout état de cause, les citoyens n'ont pas à pâtir d'un manque logistique. C'est ça, et en réalité, c'est ce qui s'est passé. J'ai une question, Daniel, sur une question à poser pour compléter votre témoignage. Quel est l'état d'esprit, du coup, vous êtes avec les familles à ce moment-là, ce jour-là, quel est l'état d'esprit des familles au moment des faits et ensuite, maintenant, quels sont les discours qui sont tenus dans ce collectif? Comment on arrive à aussi prendre du recul vis-à-vis de ces actes-là? J'imagine qu'on peut en finir par détester la République, et en tout cas l'État, ou au moins la police, quand on subit ce genre de choses. Voilà, quel est l'état d'esprit, comment le travail se fait aussi au sein de ce collectif? Et quelle procédure vous avez entamée aussi, du coup, par rapport à ça? D'accord. Donc non, on ne déteste pas la République, et non, on ne déteste pas la police, et par rapport aux enfants qui ont été touchés, il y a un travail de reconstruction. Donc là, il y a eu une période de prise de recul qui a été nécessaire pour les parents, pour les enfants également. Donc, au lendemain des faits, il y a eu un rassemblement organisé et très vite, lorsqu'on a
J'étais contactée par une amie qui a vu passer la plainte de Lunel. Et dont Syndicat lycéen. Voilà, on a admis celui qui portait la plainte. Du coup, j'ai pris contact et j'ai pris contact aussi avec Moral Pratique. Et dès le dimanche, donc les événements ont eu lieu le jeudi, et dès le dimanche, en fait, les avocats sont déplacés, ont rencontré les familles. Donc le travail du collectif aujourd'hui, c'est de dire plus jamais ça. Plus jamais ça, parce que nous, on a envie qu'ils se construisent justement en République, mais de manière saine et sereine. Et donc on va travailler à cela. Donc c'est pas un collectif, je l'espère en tout cas, on l'espère, qui voilà, il y a eu l'émotion des premiers jours, mais là on espère un travail sur le long terme avec les avocats et avec les familles également pour comprendre à nous que le monde est beau malgré tout, mais qu'il faut être bien armé. Et puis j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai envie de rebondir dessus. Par rapport aux Gilets jaunes, on voit aussi qu'il y a, je crois que depuis novembre, il y a eu une centaine de blessés graves, il me semble. Il y a un collectif des Armons-les. Et sur ces blessés graves, 15 personnes ont perdu un œil. 17 en tout. J'étais restée sur 15. Donc l'utilisation de ces fameux lanceurs de balles de défense, il va falloir vraiment les c'est ce qu'on essaye de faire. On va essayer de faire pour les interdire. Et la volonté, on le voit. Donc les 150 interpellations à Mantes-la-Jolie, puisqu'en fait on est sur la même période, novembre, le début du mouvement, les mobilisations lycéennes, et les mobilisations des Gilets jaunes qui continuent. Donc on est dans l'impression on est dans le sécuritaire, de la part du gouvernement, de la majorité en tout cas, dans le sécuritaire à tout prix. Et le sécuritaire à tout prix, évidemment, on va vers une forme de gouvernement liberticide, parce que frapper, violenter, interpeller, mettre en garde à vue, ça peut réfréner en fait la volonté du citoyen de manifester. C'est l'objectif. Donc voilà, c'est l'objectif. On parlait quelle intelligence. Je pense que c'est clairement ça. C'est vouloir bloquer toute revendication. Et donc ça, vous avez Petit élément, quand on a la réplication de la scène par les Gilets jaunes, j'imagine que les lycéens qui ont vécu la scène... Ils sont touchés. Du coup, ça a permis de passer Alors, il y avait la posture d'humiliation, et puis après, on a eu, finalement, on a un peu des héros, quoi. Je vois me faire l'avocat. Vas-y. Non, mais du coup, je voulais savoir les procédures légales que vous avez, les avocats en fait que vous avez contactés, c'était pour s'assurer quand les enfants étaient en garde à vue. Et là, ce que vous entamez, c'est quand même, est-ce qu'il y a une démarche par rapport au déni de droit, par rapport à l'invasion physique, etc. Est-ce qu'il y a une procédure particulière auprès d'une instance du défenseur des droits, de la Cour européenne, pour rendre justice aussi par rapport à ce qui a été fait, pas simplement pour les défendre des risques de... Les avocats ne sont pas intervenus pendant les gardes à vue parce que les familles à Mantes-la-Jolie ne savaient pas du tout ce qui arrivait à leurs gamins. D'ailleurs, beaucoup de familles n'ont même pas été prévenues de ce qui arrivait à leurs enfants. Ce qui est une obligation du Code de procédure pénale, s'agissant de mineurs. Comme à Rome. On est intervenu, notamment à la demande du collectif, après la plainte de Lunel, qui avait déjà saisi immédiatement la justice, avec Moral Pratique et avec Kenny Oskolovic, pour déposer et d'abord collecter, parce que le gros travail c'est de collecter auprès des familles qui n'ont pas l'habitude de la justice et du recours à la justice, de collecter tous les éléments pour déposer des plaintes successives. Donc on va vous faire un petit point notamment sur la procédure. Donc là on a à peu près une dizaine de plaintes qui sont déposées. Et moi j'en ai. Ouais. Et on essaie de les rédiger et de collecter les pièces. C'est très compliqué de collecter les pièces parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Il y a une plainte qui a été déposée auprès du parquet de Versailles en demandant immédiatement le dépaysement parce qu'on considère que le parquet et le préfet peuvent être impliqués dans les infractions qui sont reprochées, puisque c'est eux qui supervisaient ces opérations à la fois de maintien de l'ordre et de police judiciaire, puisqu'on est à la frontière du maintien de l'ordre et de la police judiciaire à partir du moment où on interpelle et on met des entraves à des gamins. On a eu hier, je peux vous l'annoncer en primeur, on a eu hier le parquet de Versailles qui nous a fait un courrier nous indiquant qu'il avait saisi le parquet général pour demander le dépaysement. Donc c'est comme ça que se fait la procédure de dépaysement, ce qui est bien, parce que dans la plupart des dossiers de violence policière,
la localité, la proximité et le fait que les fonctionnaires de police ou les autorités judiciaires qui sont impliquées dans les affaires se jugent elles-mêmes pose problème. Donc là, on va certainement être délocalisé, à mon sens, à Paris, et on est un peu rassuré parce qu'à Paris, quand même, on a un service qui s'appelle la section AC4 du parquet qui est assez diligente en matière de violence policière. Donc ça, il n'y a pas de souci. Les infractions qui sont visées, c'est violation de liberté individuelle. Ce sont des violences commises par des dépositaires de l'autorité publique avec armes en réunion sur mineurs. Donc vous avez 4 circonstances aggravantes particulièrement graves. Vous avez également, effectivement, comme le rappelait Mourad Batik tout à l'heure, la diffusion d'images de personnes mises en cause, puisque cette vidéo qui a été prise en principe, a priori, le fonctionnaire de police a été diffusé par la suite par les réseaux sociaux. Je crois que c'est à peu près tout. Injures racistes. Il y a eu un injure raciste, puisqu'il y a certains enfants qui ont été visés par des injures à caractère raciste en raison de leur appartenance présumée à une ethnie ou à une religion. Donc voilà où on est la procédure. On en est encore au stade de l'enquête préliminaire. De toutes les manières, on attendra le dépaysement avant éventuellement de saisir un juge d'instruction. On saisira un juge d'instruction parce qu'on ne peut pas laisser cette affaire qui est d'une gravité extrême entre les mains du parquet et que ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc on vous tiendra au courant bien évidemment des suites de la procédure. D'accord. Et moi j'avais un truc plus général parce que chacun peut indiquer rapidement parce qu'on parlait du développement de la répression, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la question du rapport de force politique et sociale, c'est-à-dire le fait que l'intolérance vis-à-vis des violences et de la répression policière, elle est d'autant plus forte qu'il y a une réaction sociale et politique contre ça. C'est-à-dire que dans le mouvement des Gilets jaunes, le rapport au mouvement a fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de soutien de ce mouvement-là et du coup, la répression a pu se faire un peu plus forte. Et historiquement, le sentiment, par exemple, qu'on ne se faisait pas réprimer de cette manière-là avant dans les manifs, c'était aussi parce qu'il y avait un rapport politique, le fait que c'était organisé, structuré, qu'il y avait derrière des organisations politiques. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de ça qui permet au pouvoir, et c'est aussi une manière de dire, le rapport à la répression et à la violence politique de l'État, il dépend aussi de notre capacité, la capacité politique à réagir à ça et à ne pas accepter, c'est-à-dire le fait que les propos de certains responsables politiques qui devraient être plutôt dans la condamnation et la répression policière est un peu acceptée et légitimée par ceux qui traditionnellement, en 86 tout de suite, en fait, il y a des grandes manifestations de soutien contre les violences, etc. C'est aussi ce rapport de force qui se joue. Ouais. Alors, pour répondre de mon côté, moi je dirais qu'effectivement la question de l'opinion publique elle est centrale. La question de l'opinion publique est centrale parce qu'il y a à la fois une acceptation des violences de l'État, d'une majorité de la population, et un consentement à la violence. Qu'on a vu aussi sous l'état d'urgence, ou qu'on voit dans le cas de l'antiterrorisme, je confère certains de mes droits, ou j'accepte que certains droits soient violés pour plus de sécurité, pour un maintien de l'ordre. Sur la question des Gilets jaunes, on voit très bien qu'il y a eu un fort mouvement de soutien. 60, 70%, 50%, ça a chuté. En revanche, les violences ont toujours été condamnées. Même si elles ont été comprises, elles ont été condamnées. Avec une assimilation gilets jaunes casseurs. Ce qui veut dire malgré tout que si on dit que les violences sont comprises mais qu'on ne les légitime pas, ça veut dire que la violence policière ou la répression policière, elle est acceptée et légitimée. Ça c'est la première chose. Et de manière générale, ce qu'on peut dire sur les violences policières, c'est que c'est pas un thème très mobilisateur. Ce qui va mobiliser une grande majorité de l'opinion, c'est la sécurité, c'est l'antiterrorisme, c'est les atteintes aux biens et aux personnes, les cambriolages, les vols, etc. La question des violences policières a toujours été minorée au sein de l'espace public, et notamment d'autant plus quand il s'agit des quartiers populaires ou des minorités racisées, qui se sont organisées comme elles ont pu dans les années 80-90. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des mouvements aussi, mais d'où c'est parti? Voilà, la marche contre le racisme, etc. Le premier droit, c'était le droit à la vie, pour répondre aux crimes policiers aussi. Mais est-ce que ça a énormément mobilisé une opinion publique au-delà des quartiers, au-delà des associations, des militants de la gauche, etc. Je ne suis pas sûre. Donc il y a malgré tout une acceptation des violences qui ne mobilisent pas la population, voire qui les comprennent et qui les tolèrent en réalité. Et tout à l'heure on disait, il y a une confiance de la police qui descend. C'est ce qu'on pourrait croire ou espérer ou j'en sais rien. En fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Si on regarde les enquêtes d'opinion, etc. Oui, les Gilets jaunes aujourd'hui se disent en fait la police c'est pas ce qu'on croyait.
on a pris des gaz lacrymogènes, on s'est fait nasser, on ne peut plus manifester, on n'aime plus autant la police. Mais dans la grande majorité de la population, il y a malgré tout... Une forme de radicalisation, de réflexe de... Ça oui, mais dans la population en général, la police jouit quand même d'une popularité. Ce qui est normal. Je veux dire, ce qui est normal parce que il y a la population, une grande partie de la population en général n'est pas dans un rapport conflictuel à la police. Ouais. Et donc elle la voit, et d'ailleurs elle l'est aussi en partie. Je veux dire, parce qu'on dresse un paysage global de la police, il y a aussi en partie celui qui à un moment donné, à qui vous allez porter plainte, etc. Donc devoir conclure. moi, juste une chose, je trouve quand même que... Et c'est la parole à Harry sur les LBD, parce qu'après je le laisse. Après, Il y a juste une chose, une petite note d'espoir quand même, c'est que ce qui s'est passé dans les Gilets jaunes, les gens dont vous dites, là on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas du tout habitués à ça. Là pour le coup ça fait des franges de population qui s'élargissent et qui ont rencontré une autre réalité. Voilà. Et je trouve que ça c'est quand même assez intéressant et on le voit dans les manifestations. Moi, mon propos y compris, c'était pour dire qu'il y a quand même du coup un travail de responsabilité politique large en termes des associations, mais aussi des forces et des sensibilités politiques, pour expliquer non pas contre la police, mais pour une police républicaine qui respecte les droits et garantit les droits des citoyens, et puis pour qu'il y ait un acte de force et un soutien beaucoup plus large, parce que c'est aussi ce rapport de force-là qui change si on n'agit pas et qu'on ne construit pas un rapport de force politique et social sur ces questions-là. Effectivement, la répression, elle va aussi s'étendre, et on le voit, à plus de gens, parce qu'elle est légitime. Il y a ce travail-là et cette responsabilité. Il ne s'agit pas de cultiver l'optimisme en 2 mots. Le débat, quand même, maintenant, il a lieu. Il était impossible il y a 3 semaines. Donc, voyons ce qui était pour plein de raisons, à la fois par le traitement médiatique, qui montrait une seule violence à un moment donné, y compris en contexte d'attentats, de machin, où il y a quelque temps, je rappelle qu'il était de bon ton, mais même un chanteur que nous avons tous aimé chanter J'ai embrassé un flic. Enfin, je veux dire, c'est pas. On peut comprendre que l'opinion publique soit. Moi, je trouve que le débat a lieu pour une raison. Là, on est hors caméra, c'est qu'y compris, il y a beaucoup de JRI, de journalistes qui en ont pris plein la gueule. Et que le discours consiste à dire c'est uniquement les casseurs. Donc, je trouve que dans le débat médiatique et dans les rédactions, on peut parler de ça, profitons-en. Mais c'était pas pour. Ben oui, c'est là que ça. Les mecs ont la gueule comme ça. Là, il y a quelque chose qui doit. Oui, juste pour conclure, parce que j'aimerais qu'on laisse la parole au moins 2 minutes à Harry sur ce qui va se passer cet après-midi sur le LBD et je sais pas si c'est sur le GLIF4 aussi. Non, c'est que sur le LBD 40 et LBD. Alors c'est le LBD 40-46, c'est-à-dire le LBD qui est utilisé actuellement en maintien de l'ordre majoritairement, mais également sur le LBD 44, qui est l'ancien, là qui est dénommé Flashball, qui n'est plus vraiment en maintien de l'ordre. Il y a une audience devant le tribunal administratif de Paris qui a été initiée par l'UDCGT, qui a été ensuite repris et par la CGT et par la LDH, donc on est intervenu à la demande de l'UDCGT. Et donc l'idée, c'est un référé liberté qui vise à faire mettre un terme par le préfet de Paris. Donc on est sur la localité de Paris. Il y a aussi une requête qui tente de le faire sur tout le territoire, mais ça n'aboutira pas à mon sens. En revanche, sur Paris, on demande à ce que le juge administratif enjoigne le préfet de police de mettre tout en œuvre pour qu'il n'y ait plus de violence LBD 40, c'est-à-dire d'arrêter le LBD 40. Je modère tout de suite l'annonce parce que je pense que d'abord, il y a peu de chances, à mon sens, que ça aboutisse devant le tribunal administratif de Paris, parce que d'abord c'est un problème d'envergure nationale. La véritable action qui aurait des chances d'aboutir et qui est en préparation, c'est devant le Conseil d'État pour demander au gouvernement de faire suspendre les LBD 40, compte tenu justement du seuil de tolérance de l'opinion publique qui a été dépassé et du débat qui s'est mis en œuvre dans la société sur les blessures. Je peux te remettre ça, tu l'as vu sans doute, on a déposé avec le groupe une proposition de loi pour l'interdiction